Au cœur des pins géants, là où la lumière peine à percer les ombres épaisses, un petit corps s'effondra dans la terre humide. Ellie, 7 ans à peine, serrait sa jambe blessée contre lui. Le sang avait séché sur ses vêtements déchirés, et la douleur pulsait à chaque battement de son cœur. Dans son esprit résonnaient encore les dernières paroles glaciales de sa mère, « Si tu ne peux pas suivre, tu mérites ce qui t'arrive. » 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle l'avait abandonné dans ces montagnes sans pitié. 3 jours de faim, de froid, de solitude. Alors qu'il sentait ses forces le quitter, un craquement de pas fit sursauter son corps affaibli. La peur, brute et animale, s'empara de lui. Il tenta de ramper, mais sa jambe refusait d'obéir. La silhouette qui s'approchait se dessina peu à peu entre les troncs, non pas un prédateur, comme il l'avait craint, mais un garçon d'une quinzaine d'années, le visage tanné par le vent et la vie rude. Ses yeux, sombres et fatigués, portaient la marque d'une existence déjà trop lourde pour son âge. Le garçon s'agenouilla sans un mot. Ses mains calleuses effleurèrent la blessure d'Ellie avec une douceur inattendue. Ses gestes étaient précis, presque professionnels, comme s'il avait appris à soigner les plaies bien avant d'apprendre à lire. Aucun mot n'était nécessaire, dans le silence du sous-bois, leur regard suffisait. 2 âmes égarées venaient de se reconnaître. Peut-être que ce garçon savait, lui aussi, ce que c'était que d'être laissé derrière. Peut-être que ces cicatrices invisibles parlaient la même langue que celle d'Ellie. Avec une eau claire tirée d'une gourde cabossée, l'inconnu nettoya la plaie. Ellie gémit, le souffle court, la douleur lui ramenant un instant de conscience. Le garçon s'arrêta aussitôt, attendant un signe de tête avant de continuer. Une fois le pansement improvisé terminé, il souleva Ellie sur son dos d'un geste sûr. « Je m'appelle Liam, » dit-il d'une voix rauque, peu habituée à parler. « Ma cabane n'est pas loin. » Ellie voulut répondre, mais seuls quelques sons épars sortirent de sa bouche. Trop faible, trop perdu. La forêt se referma autour d'eux alors que Liam avançait d'un pas régulier, portant son fardeau sans un mot. Derrière eux, dans le vent du soir, la voix de sa mère semblait encore murmurer, « Seuls les forts survivent. Je ne traîne pas les poids morts. » La cabane apparut soudain, blottie entre les pins séculaires. Petite, mais solide. Une cheminée de pierre, des murs faits de troncs taillés à la main, et, à l'intérieur, une pièce unique, un lit, une table grossière, 2 chaises, un poêle de fonte. Des herbes séchées pendaient au plafond, libérant une odeur de terre et de résine. Liam déposa Ellie sur le lit et le recouvrit d'un vieux kilt aux couleurs délavées. « Tu as de la fièvre, » constata-t-il calmement. « Faut soigner ça. » Sans hésitation, il écrasa des plantes dans un mortier en bois, ajouta un peu d'eau et appliqua la pâte verdâtre sur la blessure. Une fraîcheur apaisa aussitôt la brûlure. Puis il tendit à Ellie une tasse fumante. « Bois. » Le goût était amer, presque sauvage, la forêt elle-même semblait s'y mêler, mais Ellie obéit. « Dors maintenant. » Le sommeil l'emporta aussitôt, empli de cauchemars et de souvenirs. Sa mère, son regard froid. Pathétique, crachait-elle en lui jetant leur dernière bouteille d'eau. « Débrouille-toi ou crève. J'en ai assez de te traîner. » À travers ses rêves, il sentait parfois la main de Liam rafraîchir sa plaie, ou une cuillère de bouillon approcher de ses lèvres. Le garçon parlait peu, mais sa présence, silencieuse et constante, tenait la fièvre à distance. Lorsqu'Ellie se tordait dans son sommeil, Liam restait assis à côté de lui, posant maladroitement une main apaisante sur son épaule. Le 3e jour, Ellie ouvrit enfin les yeux. Le soleil filtrait par une petite fenêtre, faisant danser la poussière dans l'air tiède. Il tenta de se redresser, les muscles protestant à chaque effort. « Doucement » dit une voix familière. Liam entra, les bras chargés de bois. « Tu as été bien malade » ajouta-t-il simplement. Ellie se crispa. Sa mère lui avait appris à se méfier des inconnus, à ne jamais faire confiance. Les étrangers t'enfermeront, t'utiliseront, te voleront. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. « Dans ma cabane. Au milieu de nulle part. Ta jambe va mieux, mais faut pas trop tirer dessus. L'infection est partie. » Ellie souleva la couverture et observa sa blessure, la chair, propre, était couverte d'une pâte verte, et les traînées rouges avaient disparu. « Pourquoi » lâcha-t-il soudain. Liam fronça les sourcils. « Pourquoi quoi ? Pourquoi m'avoir aidé ?» La méfiance d'Ellie perçait malgré sa faiblesse. On ne l'aidait jamais gratuitement. C'était une règle gravée dans sa mémoire. Liam haussa les épaules, mal à l'aise.
Je pouvais pas te laisser là. Il sortit de sa poche un petit objet en bois, qu'il posa sur la table. J'ai fait ça pendant que tu dormais. Si tu te perds ou si t'as besoin d'aide, souffle dedans. Le son porte loin dans la montagne. C'était un sifflet, taillé grossièrement, mais harmonieux. Élie le contempla, muet. Jamais personne ne lui avait offert quelque chose ou encore moins quelque chose fait spécialement pour lui. Il y a du ragoût, dit Liam pour rompre le silence. Tu peux manger? Élie acquiesça sans un mot. Pendant que le garçon servait la nourriture, il remarqua sa silhouette fine, presque fragile sous les vêtements raccommodés. Chaque geste de Liam était mesuré, économe, comme s'il vivait dans un monde où chaque effort comptait. Qu'est-ce que tu veux de moi? Finit par lancer Élie, la peur reprenant le dessus. La louche s'immobilisa dans l'air. Un instant, quelque chose traversa le visage de Liam, une blessure, une incompréhension. Rien, répondit-il enfin. Je veux juste que tu guérisses. Il posa le bol devant Élie et tourna le dos, s'occupant du poil comme si rien ne s'était passé. Élie le regarda longuement. Pas de menace dans ses gestes, pas de mensonge dans sa voix. Seulement la solitude d'un garçon qui, comme lui, avait appris à se débrouiller seul. Le premier goût du ragoût fit monter les larmes aux yeux d'Élie. C'était simple, du lapin et des racines sauvages, mais pour son ventre vide, c'était un festin. Le lendemain, la lumière du matin entrait par la fenêtre unique de la cabane. Liam était sorti depuis l'aube, laissant un peu d'eau et un morceau de pain dur sur la table. Élie, plus fort, décida de partir. Il ne pouvait pas rester ici. On ne lui avait jamais donné sans reprendre. Mieux valait fuir avant de le découvrir. Il boitilla jusqu'à la porte, chaque pas une lutte. Son vieux sac pendait à un clou près de l'entrée, usé, presque vide. Il le saisit et posa la main sur la poignée. Au dehors, la forêt chantait oiseaux, vent, promesse de liberté. Mais avant qu'il puisse franchir le seuil, la porte s'ouvrit brusquement. Liam entra, les bras pleins de bois, la surprise d'abord dans les yeux, vite remplacée par la compréhension. Tu ne pourras pas aller loin, dit-il doucement. La ville la plus proche est à 20 kilomètres. Avec ta jambe, tu n'en feras pas 10. Élie se redressa, tremblant mais fier. Je n'ai pas besoin de ton aide. Liam ne répondit pas, continua simplement à ranger le bois près du poêle. J'ai jamais dit que tu en avais besoin, murmura-t-il. Mais les faits sont là. Si la plaie se rouvre, l'infection reviendra. Et là, tu ne tiendras pas longtemps. Il n'y avait ni reproche ni menace dans sa voix. Seulement la vérité nue, posée avec une calme certitude. Élie sentit la résistance s'effriter en lui. Tout à coup, la rage céda place à un vide épuisé. Il s'assit lourdement sur la chaise, les yeux fixés sur le sol. Un silence épais emplit la pièce. Le feu crépitait, les ombres dansaient sur les murs. Liam posa une main hésitante sur l'épaule du plus jeune. Reste jusqu'à ce que tu sois guéri, dit-il simplement. Après, tu feras ce que tu voudras. Élie ne répondit pas. Mais dans le battement silencieux de son cœur, quelque chose venait de changer. Peut-être que, pour la première fois, il n'était plus seul au monde. Dans la lueur vacillante du feu, la question tomba comme une pierre dans le silence. Où sont tes parents? Demanda Élie, soudain conscient qu'aucune trace d'adulte ne peuplait ce lieu. Le garçon, penché sur le poêle, suspendit un instant son geste. J'en ai pas. Quelqu'un s'occupe de toi, pourtant? Insista Élie, désignant du menton la cabane ordonnée, les ustensiles propres, les herbes séchées suspendues à la poutre. Je m'occupe de moi, répondit simplement l'autre, avant de gratter une allumette et d'enflammer les brindilles du foyer. 2 ans, ajouta-t-il après un silence. 2 ans depuis que ma grand-mère est morte. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds comme une vérité trop grande pour leur âge. Liam, à peine plus vieux qu'Élie, vivait seul ici, au milieu des montagnes. Cela semblait impensable, et pourtant tout l'attestait, la propreté du lieu, la rigueur des gestes, l'ordre méthodique d'une vie autonome. Tu vis ici, seul? Murmura Élie, incrédule. Liam acquiesça sans se troubler. Il se leva et prit sur une étagère un carnet à la couverture de cuir, usé au coin. Le journal de ma grand-mère, dit-il en l'ouvrant avec précaution. Tout ce qu'elle savait sur la survie ici dedans. Les pages étaient couvertes d'une écriture fine, accompagnée de dessins précis de plantes et de racines. Il les montrait avec une sorte de dévotion,
comme on touche une relique. Elle m'a appris l'essentiel, murmura-t-il. Le reste, elle l'a laissé là. Ellie observa ce garçon aux mains calleuses, à la voix tranquille. Ce n'était pas du courage ni de la fierté qu'il lisait en lui, mais quelque chose de plus solide, la nécessité, forgée par la solitude et la perte. « Pourquoi tu m'as aidé ?» demanda Ellie, cette fois d'une voix plus douce. Liam haussa à peine les épaules. « Ma grand-mère l'aurait fait. » Il referma le carnet avec soin et ajouta, presque distrait. « Reste ici jusqu'à ce que tu puisses marcher. Ensuite, tu décideras. » Aucune insistance, aucune attente. Juste une proposition nue, dépouillée de tout intérêt. Ellie n'avait jamais entendu un ton pareil. Sa mère lui avait appris que la bonté coûtait toujours cher, que toute main tendue cachait une dette. Et voilà qu'un inconnu, sans rien demander, lui offrait abri et repos. Ils partagèrent un maigre petit déjeuner de bouillie de maïs. Les mots se firent rares, comme si chacun craignait de troubler un équilibre fragile. Ellie ne savait pas converser, sa mère n'avait jamais eu le goût des échanges, sauf pour crier. Liam, de son côté, semblait tout aussi peu habitué à la présence d'autrui. Ses phrases brèves, mesurées, tombaient comme des pierres dans un puits calme. Cette nuit-là, alors que la forêt se refermait dans le noir, Ellie s'endormit d'un sommeil haché de souvenirs. Les visages des hommes que sa mère avait fait entrer dans leur vie, les cris, les trajets sans fin, les nuits passées dans des voitures glacées ou des maisons abandonnées. Les fièvres, la fatigue, puis cette dernière scène, sa mère s'éloignant sans se retourner. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur malgré l'air frais. Près du poêle, Liam dormait sur un tas de couvertures, ayant laissé à Ellie la seule couche convenable. En l'entendant remuer, il ouvrit brièvement les yeux, mais ne dit rien. Pas de questions, pas de jugement, juste la présence tranquille d'un témoin silencieux. Ellie regarda autour de lui. Sous la lumière rougeoyante des braises, il découvrit la cabane avec une lucidité nouvelle. Chaque objet avait une place et un usage précis, les pièges accrochés au mur, les lignes de pêche, les bocaux de conserve rangés par taille, les quelques livres dans un coin, si précieux ici qu'ils semblaient presque interdits. Pour la première fois depuis longtemps, Ellie sentit la panique se détendre un peu. Il savait trop bien que la sécurité n'existait pas vraiment, qu'elle pouvait s'effondrer d'un mot ou d'un geste. Mais ce soir-là, du moins, il pouvait respirer sans craindre la faim ni le froid. Dehors, un hibou lança son cri dans la nuit. À l'intérieur, deux souffles d'enfants solitaires se mêlèrent au murmure du feu, compagnons éphémères dans leur solitude parallèle. Les jours s'étirèrent, se fondant en une semaine. La plaie d'Ellie se refermait peu à peu, la douleur se faisait supportable. Une routine s'installa entre les deux garçons, simple et silencieuse. Liam se levait avant l'aube pour vérifier ses pièges, ramasser des plantes, couper du bois. Quand Ellie s'éveillait, il trouvait toujours un bol d'eau et un reste de nourriture posés sur la table. Ils partageaient le même espace, mais chacun semblait évoluer sur une orbite distincte. Jusqu'à ce qu'un après-midi de pluie vienne bousculer ce fragile équilibre. Le tambour de l'eau sur le toit emplissait la cabane d'une rythmique apaisante. Liam, silencieux, tira une boîte de bois de sous sa couche. À l'intérieur reposait un jeu d'échecs sculpté à la main, les pièces patinées par l'usage. « Mon grand-père l'a fabriqué », expliqua-t-il en installant le plateau sur la table. « Je sais pas jouer », admit Ellie. Liam esquissa un sourire presque imperceptible. « C'est pas grave. C'est un jeu pour apprendre à réfléchir avant d'agir. » Sa voix, d'ordinaire sèche, s'adoucit un peu tandis qu'il désignait chaque pièce, en expliquant son rôle. Ellie écoutait, captivée, fascinée par la patience du garçon plus âgé. Quand la leçon se termina, un élan étrange le poussa à dire. « J'ai 7 ans. » L'aveu le surprit lui-même. Jamais il ne parlait de lui. 15, répondit simplement Liam après une pause. Ce fut leur première véritable conversation. Ils commencèrent une partie. Ellie jouait lentement, hésitant, mais Liam l'encourageait d'un hochement de tête. Quand Ellie réussit à capturer le cavalier de son adversaire, un sourire fugace traversa le visage de Liam. Ce petit geste, si rare, fit naître en Ellie un sentiment nouveau, la fierté. Les jours suivants, il observa avec fascination les gestes du garçon de la montagne. Liam semblait comprendre la forêt comme d'autres lisent un livre, il savait où poser le pied, où l'eau s'écoulait, où le vent allait tourner. Il distinguait dans les traces de pas des histoires invisibles, connaissait les plantes qui guérissent et celles qui tuent. Pour Ellie, c'était une école plus vivante que toutes celles qu'il avait traversées. Un matin, il déclara soudain.
Montre-moi. Liam, penché sur une ligne de pêche, leva les yeux, surpris. Puis il hocha la tête et se décala sur le banc. Regarde d'abord, dit-il calmement. Ensuite, tu essaies. Les doigts d'Ellie, encore maladroits, peinaient à reproduire le nœud démontré. Mais Liam ne se moqua pas, ne s'impatienta pas. Il reprit lentement, décomposant chaque mouvement. Pas une critique, pas un soupir. Seulement la constance tranquille de quelqu'un qui a connu l'erreur et la comprend. Quand enfin Ellie réussit, un sourire timide lui échappa. C'était un triomphe minuscule, mais immense pour lui. Cette nuit-là, un orage d'une violence rare s'abattit sur la montagne. Le vent mugissait entre les arbres, la pluie martelait le toit comme une armée invisible. Soudain, un fracas déchira la nuit, un arbre venait de s'effondrer tout près. Ellie se redressa d'un bond, le cœur battant. Dans son agitation, il heurta la table de nuit. Le gobelet tomba, se renversant sur le jeu d'échecs resté là. Le roi sculpté roula au sol, et sa tête se brisa net. La foudre éclaira la scène et Ellie pétrifiée, les doigts tremblants serrant le petit morceau brisé. À ce moment, la porte s'ouvrit sur un coup de vent. Liam entra, trempé, les cheveux collés à son front. Ellie recula instinctivement, serrant la pièce dans son poing. Il connaissait ce qui venait après une bêtise. Sa mère frappait avant même qu'il ait pu parler. Tout son corps se tendit, prêt au choc. Liam, lui, resta immobile un instant. Son regard passa du gobelet renversé au plateau d'échecs, puis au visage effrayé du garçon. Quelque chose se modifia dans ses yeux, non pas la colère, mais la reconnaissance. « La tempête t'a fait peur ?» demanda-t-il d'une voix neutre, presque douce. Il suspendit sa veste dégoulinante près du feu et s'approcha lentement. Ellie tendit sa main tremblante, ouvrant les doigts sur le petit roi décapité. « Je l'ai cassé » balbutia-t-il. « Je voulais pas. » Liam prit la pièce entre ses doigts tachés de résine et l'examina. « Mon grand-père m'a appris à les réparer » dit-il calmement. « On la recollera demain. » Pas un mot de reproche. Pas même un froncement de sourcils. Cette absence de rage dérouta Ellie plus que la colère ne l'aurait fait. Il resta là, désorienté, pendant que Liam éponguait l'eau, ramassait les pièces, puis reprenait sa routine, comme si l'incident n'avait aucune importance. Pour la première fois, Ellie comprit que la douceur pouvait être plus forte que la peur. Cette nuit-là, le tonnerre finit par s'éloigner vers les crêtes, et le silence revint, ponctué seulement par le crépitement du feu. Liam dormait déjà, allongé sur ses couvertures humides. Ellie, lui, resta éveillé longtemps, le cœur battant plus lentement qu'à l'ordinaire, les yeux fixés sur la silhouette calme de son protecteur improbable. Il pensa à la phrase que Liam avait dite en parlant de sa grand-mère, « Elle m'a appris ce qui compte ». Et, pour la première fois depuis le départ de sa mère, Ellie se surprit à croire qu'il pouvait, lui aussi, apprendre cela un jour. Dans la pénombre du soir, tandis que la tempête perdait peu à peu de sa fureur, Ellie demeura allongée, les yeux ouverts sur le noir profond. Il repensait sans cesse à la réaction de Liam. Sa mère, à lui, aurait crié. Peut-être l'aurait-elle frappé. Elle aurait ajouté cette maladresse à la longue liste de ses manquements. Mais Liam, lui, s'était contenté de dire d'une voix calme « On peut réparer ça ». Ces mots, simples et neufs, résonnaient encore dans son esprit lorsqu'il finit par s'endormir. Un cri déchira soudain le silence de la cabane, brutal et déchirant. Liam sursauta, tiré d'un sommeil léger. Dans la lueur tremblante du foyer, il aperçut Ellie qui se débattait dans ses couvertures, le visage tordu par la terreur. « Non, pitié » murmura le garçon, les mains cherchant à repousser des ennemis invisibles. Liam s'approcha prudemment et posa une main hésitante sur son épaule. « Et, réveille-toi. » Ellie ouvrit brusquement les yeux. L'effroi y brillait encore, puis peu à peu la reconnaissance s'y fit jour. Honteux, il se recroquevilla sur lui-même. « Désolé » souffla-t-il. Liam s'assit au bord du lit, sans le toucher. Mauvais rêve? Ellie acquiesça, puis, à sa propre surprise, laissa échapper une confession. Elle m'a laissé à une station-service pendant 2 jours. J'avais 5 ans. Elle disait que c'était pour m'apprendre à être indépendant. Les mots tombèrent dans la nuit comme des pierres dans un puits. Liam resta silencieux un moment, le visage impassible dans la lumière vacillante. Ma grand-mère m'a élevé, finit-il par dire. Elle était dure, mais juste. Jamais cruelle. Et tes parents, demanda Ellie.
Mon père est parti avant que je m'en souvienne. Ma mère, elle n'a pas su. Il désigna vaguement sa propre personne. Elle m'a laissé chez ma grand-mère quand j'avais 4 ans. Elle est venue parfois. Puis plus jamais. Un long silence s'installa, chargé de ces vérités qu'on dit rarement à voix haute. Aucun des deux n'était habitué à se confier. Dors maintenant, dit simplement Liam, se retirant vers son matelas. Mais quelque chose, dans l'espace fragile entre eux, avait changé. Le lendemain, tandis que Liam préparait le petit déjeuner, Ellie sortit de son sac à dos une vieille photographie pliée, tachée, presque effacée par les ans. C'est la seule que j'ai, expliqua-t-il. Liam s'approcha, on y voyait un bébé et Ellie, sans doute dans les bras d'une silhouette dont le visage avait été arraché. C'est toi qui l'as déchiré, demanda Liam. Ellie secoua la tête. C'est elle. Elle disait que je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir quelle était ma mère. Sa voix ne portait aucune rancune, la cruauté était devenue chez lui une évidence banale. Liam rendit la photo avec précaution, sa main effleurant brièvement l'épaule d'Ellie. Le geste était maladroit, mais sincère. Dans l'après-midi, Liam l'emmena dehors pour lui apprendre à reconnaître les plantes comestibles. La jambe d'Ellie allait mieux, il pouvait marcher de nouveau, et il buvait chaque mot du garçon des montagnes comme une promesse. Celle-là, c'est de la bardane, expliqua Liam en désignant une large feuille. Les racines se mangent, et les feuilles soulagent la peau irritée. Ellie s'accroupit, observant la plante avec attention. Comment tu sais tout ça? Ma grand-mère. Elle connaissait ces montagnes par cœur. Son peuple y vivait bien avant que les autres arrivent. Ils firent lentement le tour de la cabane. Ellie hésitait, puis osa. Pourquoi tu vis seul ici? Y a pas des gens, des services pour les enfants sans parents? Le visage de Liam se ferma aussitôt. Les services sociaux. Les foyers. J'y suis passé. J'y retourne pas. Le ton sec, coupant, cloua la conversation. Ellie comprit que la solitude de Liam n'était pas un choix innocent, mais une survie apprise à coups de blessures. Le soir, à la lumière tremblante de la lampe, ils partagèrent un ragoût de lapin. Ellie reprit la parole, sans préambule. On ne restait jamais longtemps au même endroit. 2 semaines, 1 mois. Puis elle se lassait, ou son copain nous mettait dehors. Liam l'écoutait sans l'interrompre. Ellie baissa les yeux sur son bol. J'ai jamais eu mon propre lit. Ni assez à manger. Tu as les 2 maintenant, répondit simplement Liam. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Ce n'était pas une promesse, ni une condition, c'était une vérité douce, comme un abri qu'on offre sans y penser. Ellie sentit quelque chose se desserrer en lui, pas encore la confiance, mais son écho lointain. Cette nuit-là, les cauchemars revinrent, mais Ellie ne cria plus. Liam, pourtant, se réveilla. Il déplaça discrètement sa paillasse, la rapprochant du lit du petit. Parfois, ça aide de pas être seul, marmonna-t-il, gêné de sa propre gentillesse. Ellie ne répondit pas, mais sa respiration s'apaisa. Sa petite main glissa hors du lit, suspendue dans l'ombre, comme une branche tendue vers un autre rivage. Entre eux, quelque chose de fragile et d'invisible prenait forme, un lien entre 2 âmes cabossées qui, dans l'immensité de la forêt, s'étaient enfin trouvées. La brume du matin enveloppait les pins lorsqu'ils s'engagèrent sur le sentier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Ellie, sa jambe était presque guérie, assez pour qu'ils suivent Liam sur de plus longues marches. Marche où je marche, prévint Liam. Le sol est traître par endroits. Et tes chaussures ne tiendront pas longtemps ici. Ellie regarda ses baskets déchirées, la semelle pendante que Liam avait tenté de réparer avec de la ficelle. Le contraste était saisissant, Liam avançait avec aisance, ses mocassins de cuir épousant le sol sans un bruit. Au bord du ruisseau, Liam vérifia ses pièges à poissons. 2 truites frétillaient à l'intérieur. Il les glissa dans son sac, puis montra à Ellie comment réarmer le mécanisme. Vas-y, essaie. Les doigts d'Ellie tremblaient, maladroits. Le piège s'effondra, projetant une giclée d'eau glacée sur eux deux. Il se figea, attendant la moquerie habituelle. Mais Liam éclata de rire. Un vrai rire, clair, qui allégea tout autour. Ellie resta d'abord interdit, puis un sourire timide naquit sur son visage, et il rit à son tour. On recommence, dit Liam, essuyant son front. J'ai dû rater 20 fois avant d'y arriver. Sur le chemin du retour, il s'arrêta près d'un tronc creux et en sortit un paquet enveloppé dans une toile huilée.
Je gardais ça pour échanger, dit-il. Mais, tiens. Il déroula la toile, une paire de petits mocassins en cuir de daim, souples, cousus avec soin. Je les ai faits l'hiver dernier. Ils devraient aller. Ellie les prit avec précaution, ému. Le cuir sentait la forêt et la patience. Il ôta ses vieilles chaussures et enfila les mocassins, ils lui allaient parfaitement, épousant la forme de ses pieds comme s'il l'attendait depuis toujours. Merci, murmura-t-il. Liam hocha la tête, repliant les baskets dans la toile. On pourra récupérer des morceaux, dit-il, faussement pratique. Mais dans ses yeux brillait la satisfaction tranquille d'avoir fait plaisir. Ce soir-là, quand ils préparèrent le dîner, Ellie se joignit spontanément à la tâche. Il avait observé Liam attentivement ces derniers jours, à présent, il imitait ses gestes, épluchant les oignons sauvages avec application. Liam ne dit rien, mais se décala légèrement pour lui laisser plus de place. Le feu crépitait doucement, jetant sur les murs de bois des reflets d'ambre. Dehors, la forêt respirait lentement. À l'intérieur, deux vies cabossées trouvaient, sans même s'en rendre compte, un rythme commun. Ce n'était pas encore une famille. Mais c'en était peut-être le commencement. Dans la lumière vacillante du feu, Ellie leva soudain les yeux. « Quel est ton vrai nom » demanda-t-il. « Liam, ça ne peut pas être ton vrai prénom entier. » Le plus âgé hésita, les mains immobiles sur le poisson qu'il nettoyait. Puis, d'une voix presque timide. « William. William James Donovan. Mais personne ne m'a appelé comme ça depuis la mort de ma grand-mère. » Ses yeux se détournèrent, comme s'il venait de livrer un secret qu'il gardait enfoui depuis des années. Et j'ai 15 ans. Pour de vrai. Ellie sentit le poids de ces mots, un nom complet, une vérité offerte dans un monde où les demi-mensonges étaient plus sûrs. « Pourquoi tu me le dis maintenant » demanda-t-il, curieux. William haussa les épaules, reprenant son travail. « Je suppose que tu l'as mérité. » Le soir, ils s'assirent dehors, près du feu, regardant les étoiles naître une à une dans le ciel clair de montagne. Le crépitement des flammes rythmait le silence. Mais dans ce calme, les cauchemars d'Ellie revenaient, rampants, étouffants. Il se mit à trembler, submergé par les souvenirs, l'abandon brutal de sa mère, les jours interminables passés seul avant que Liam ou William ne le trouvent. « Elle ne voulait pas de moi » murmura-t-il soudain, la voix cassée. « Elle ne m'a jamais voulu. » Liam resta muet. Il savait que certains silences valent mieux que les phrases toutes faites. « J'ai essayé d'être gentil » continua Ellie, les larmes roulant lentement sur ses joues. D'être sage, utile. Mais ça ne servait à rien. Alors, le barrage céda. Les sanglots éclatèrent, profonds, douloureux, et son petit corps se replia sur lui-même. Des années de chagrin accumulées jaillirent dans la nuit froide. Liam resta figé, mal à l'aise devant tant d'émotions brutes. Puis, lentement, maladroitement, il s'approcha et posa un bras hésitant sur les épaules d'Ellie. Ce geste simple fit éclater un nouveau torrent de larmes. Ellie se laissa aller contre lui, cherchant une chaleur qu'il n'avait jamais connue. « Ce n'est pas ta faute » dit Liam d'une voix rauque. « Certaines personnes ne devraient pas avoir d'enfants. » Quand les pleurs s'apaisèrent enfin, il ajouta. « L'hiver arrive vite ici. Il faut se préparer. » Le changement de sujet n'était pas de la froideur, c'était la manière de Liam de survivre à ce qu'il ne savait pas dire. Pourtant, son bras resta autour d'Ellie, comme un fil discret reliant deux solitudes. « Tu m'apprendras » demanda Ellie en essuyant ses yeux. « À me préparer » Un éclat presque fier traversa le regard du garçon des montagnes. « Oui, je t'apprendrai. » Ces mots, simples et directs, avaient la force d'impact. Pour la première fois depuis que sa mère avait disparu dans la forêt, Ellie sentit qu'il appartenait à quelque chose, à quelqu'un. Avant l'aube, une voix douce le tira du sommeil. Liam parlait seul, debout près du poêle à bois, triant leurs provisions. Assez de viande séchée, peut-être? Les fleurs, c'est bas. Les baies ne tiendront pas. Il faut plus de poissons avant que le ruisseau gèle. Dans la pénombre, Ellie resta immobile, feignant de dormir, mais chaque mot s'imprimait dans son esprit. Ce qui le toucha le plus, ce fut l'expression « nos provisions ». Pas « mais ». Quand Liam quitta la cabane pour sa tournée du matin, Ellie se leva à son tour. Sa jambe, guérie depuis plusieurs semaines, ne le faisait plus souffrir. Il connaissait le sentier du ruisseau, les pièges à poissons, les gestes précis de Liam. Aujourd'hui, il voulait aider.
Le bois semblait plus vaste sans la silhouette rassurante de son compagnon. Chaque craquement de branche résonnait trop fort. Pourtant, il suivit le chemin, reconnaissant les marques que Liam lui avait montrées. Quand il aperçut enfin le ruisseau, le soleil se reflétait sur l'eau claire comme un éclat d'acier. Le premier piège était vide. Le second aussi. La déception le mordit. En contrebas, des poissons brillaient entre les pierres, proches, presque à portée de main. Il se souvint de la manière dont Liam entrait parfois dans l'eau pour les diriger vers les filets. Ellie retira ses mocassins, retroussa son pantalon et s'avança dans l'eau glacée. Le froid le saisit aussitôt, lui coupant le souffle. Mais il tint bon, avançant prudemment, reproduisant les gestes qu'il avait observés. Il sentit un frémissement d'espoir, ça marchait. Puis son pied glissa sur une pierre couverte de mousse. En un instant, il perdit l'équilibre et fut emporté. L'eau rugit dans ses oreilles. Il essaya de respirer, d'attraper quelque chose, mais le courant le projeta contre les rochers. En aval, un arbre tombé tendait ses branches comme des bras crochus. Sa chemise s'y prit, le retenant sous la surface. La pression du courant le cloua au fond. La panique éclata dans sa poitrine. L'air lui manqua. L'obscurité gagna du terrain, jusqu'à ce que deux mains puissantes le saisissent par les épaules et le tirent brutalement hors de l'eau. Ellie émergea en haletant, suffocant, les yeux écarquillés. Le visage de Liam, pâle et trempé, se trouvait tout près du sien, traversé par la peur. « Mais qu'est-ce que tu pensais faire » cria-t-il d'une voix brisée. « Tu aurais pu te noyer. » Trop choqué pour parler, Ellie toussa, rejetant l'eau de ses poumons. Liam arracha sa chemise trempée, l'enveloppa dans sa propre veste sèche. « Tu ne vas jamais au ruisseau seul. »« Jamais, tu m'entends » Sa colère éclata, nourrie de terreur. Ellie resta muet, honteux, grelottant malgré la chaleur de la veste. Ils regagnèrent la cabane en silence, leurs pas lourds et mouillés. À l'intérieur, Liam ranima le feu, fouilla dans un coffre et trouva des vêtements secs. Ce n'est qu'une fois Ellie réchauffé, assis près des flammes, que le plus âgé reprit la parole. Pourquoi ? Le mot, simple, ne portait pas de reproche, seulement de la perplexité. Je t'ai entendu ce matin, répondit Ellie d'une voix faible. Tu parlais de la nourriture. Je voulais aider. Liam baissa les yeux, puis soupira. Je comprends. Mais tu n'avais pas à t'en faire. On a ce qu'il faut. Je fais juste des plans pour plus tard. Mais je mange ta nourriture, insista Ellie. Alors je devrais aider. Liam releva la tête, un sourire presque imperceptible adoucit ses traits. Tu aideras, oui. Mais certaines choses sont dangereuses tant que tu n'as pas appris comment faire. Il se pencha sous son lit et en sortit un couteau dans son fourreau. La poignée usée brillait d'un éclat familier. Ma grand-mère me l'a donné quand j'avais 10 ans, dit-il doucement. Elle m'a fait promettre 3 choses, ne jamais l'utiliser dans la colère, toujours respecter son danger, et ne m'en servir qu'après avoir appris à le faire correctement. Il tendit le couteau vers Ellie. Le garçon resta figé, les yeux écarquillés. Je t'apprendrai, poursuivit Liam. À l'utiliser sans te blesser, à le nettoyer, à chasser. Mais tu dois me promettre les mêmes 3 choses. Ellie déglutit, conscient de l'importance du moment. Je promets. Liam hocha la tête, satisfait. Alors on commence avec les bases. Et tu ne vas plus nulle part dangereux tout seul. On veille l'un sur l'autre. D'accord ? Ces derniers mots résonnèrent dans le silence de la cabane, lourds de sens. Ce n'était plus un abri de fortune, mais un foyer naissant. Ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner côte à côte, Ellie prit son courage à 2 mains. « Je ne t'ai jamais remercié, dit-il timidement. Pour m'avoir trouvé ce jour-là. Pour tout le reste aussi. » Liam, concentré sur les légumes qu'il découpait, répondit sans lever la tête. « Pas besoin de me remercier. » Ellie hésita, puis s'approcha. Avant même d'y penser, il passa ses bras autour de Liam dans une étreinte maladroite mais sincère. Le garçon plus âgé se figea, stupéfait. Puis, lentement, il rendit l'accolade, posant une main hésitante sur son épaule. Ce contact bref, presque furtif, changea pourtant tout. Quand ils se séparèrent, ils firent semblant de se replonger dans la préparation du repas, mais l'air avait changé. La cabane semblait plus chaude, plus vivante. Ce n'était pas seulement le feu qui crépitait dans le poêle, c'était un autre genre de chaleur,
celle qui naît de la confiance retrouvée. Dehors, la neige commença à poudrer les branches des pins. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ellie s'était effondrée dans la forêt. La cabane, autrefois refuge solitaire de Liam, portait désormais la trace d'une vie partagée, 2 tasses sur l'étagère, 2 paires de bottes près de la porte, 2 cœurs qui, lentement, apprenaient à battre au même rythme. Le silence du bois. Les dessins d'Ellie étaient punaisés à côté des schémas botaniques de Liam. 2 mondes d'enfants perdus, celui des rêves et celui de la survie, coexistaient sur la même paroi de bois. Ce matin-là, la lumière filtrant par la fenêtre donnait aux feuilles séchées des teintes d'ambre. Autour du feu, l'odeur de la bouillie chaude emplissait la petite cabane. Liam rompit le silence. « Je dois aller en ville. Il y a des choses qu'on ne peut pas ramasser ici. » La cuillère d'Ellie resta suspendue à mi-chemin de sa bouche. Les rares expéditions de Liam vers le monde d'en bas tenaient pour lui du mythe. C'était comme si, par les yeux de l'adolescent, la ville devenait un autre royaume, plein de dangers et de merveilles. « Je peux venir ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. Liam secoua la tête, ferme mais sans dureté. « Trop risqué. Tu restes ici. » La déception envahit le visage du garçon avant de céder la place à l'inquiétude. Il n'était jamais resté seul dans la cabane. « Je reviendrai avant la nuit, » promit Liam. « Tu sais quoi faire, garde le feu, reste à l'intérieur, et siffle si tu entends quelque chose d'étrange. » Ellie hocha la tête, tâchant d'avoir l'air courageux malgré le nœud dans son ventre. Pendant 1 heure encore, Liam répéta les consignes de sécurité, vérifia le loquet, empila du bois près de la cheminée, et plaça un couteau d'appoint à portée de main. Sa minutie trahissait une inquiétude qu'il ne disait pas. Ellie le sentit et tenta de le rassurer. « Je vais bien, tu sais. Je pourrais m'entraîner à faire des collets. » Liam ébouriffa ses cheveux, un geste devenu presque fraternel, puis enfila son sac et referma la porte derrière lui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ellie se mit à l'ouvrage pour étouffer la solitude, alimenter le feu, préparer du petit bois, s'exercer au nœud qu'ils avaient appris ensemble. Puis il sortit de sous son matelas un petit projet secret, une figurine de bois grossièrement sculptée, son cadeau pour Liam. Ses doigts tremblaient un peu en taillant le visage encore informe, mais son cœur se calmait à mesure que la lame avançait. Vers midi, il tira la chaise de Liam près de la fenêtre et contempla les flocons de neige tourbillonner entre les pins. Il se demanda à quoi ressemblait la ville. Qui y vivait? Était-elle bruyante, pleine de visages inconnus, comme celle que sa mère fuyait toujours? Elle avait détesté les petites villes. Trop de regards, disait-elle. Trop de gens qui posent des questions. L'après-midi s'étira lentement, et avec elle vint l'angoisse. Et s'il ne revenait pas? Et s'il décidait qu'Ellie était un fardeau de trop? Il chassa ses pensées et Liam n'était pas comme les autres. Mais les vieilles peurs ont la peau dure. Quand des pas crissèrent enfin sur la neige, Ellie bondit vers la porte. Liam entra, secouant la neige de ses bottes, le sac gonflé de provisions. Le soulagement d'Ellie fut si fort qu'il en eut honte. « Tout va bien ?» demanda Liam, scrutant la pièce d'un œil vigilant. Ellie acquiesça et se hâta de l'aider à déballer les trésors du jour, de la farine, du sel, des allumettes, quelques pansements, du fil à coudre, et 2 surprises. Un petit sac de bonbons durs, et un vieux livre d'histoire de nature. Mais quelque chose dans l'attitude de Liam trahissait une tension inhabituelle. Ses gestes étaient rapides, nerveux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» osa Ellie. Liam hésita, puis répondit lentement. « J'ai entendu des gens parler d'un enfant disparu. La police pose des questions. » Ellie se figea. « Moi? Peut-être. Ils ont dit qu'un garçon de ton âge avait disparu d'un terrain de camping à une vingtaine de miles, il y a 3 mois. » Le sang d'Ellie se glaça. « Mais c'est pas vrai. Ma mère, elle m'a laissé. Elle n'a pas signalé quoi que ce soit. » « Peut-être que ce n'est pas elle, » dit Liam. « Peut-être les gens du camping, quand ils ont compris qu'il manquait un enfant. » Le silence tomba lourdement. Si les autorités cherchaient un enfant disparu, alors elles finiraient par poser des questions. Sur lui. Sur Liam. « Ils vont m'emmener, » murmura Ellie, la gorge serrée. Dans son esprit, les « sans visage », ces autorités anonymes dont sa mère le menaçait reprenaient vie. Mais cette fois, ce n'était plus la peur d'être séparé d'elle. C'était celle d'être séparé de Liam. « Et toi, » reprit-il soudain, les yeux écarquillés, « ils croiront que tu m'as pris. » Liam ne répondit pas. À 15 ans,
héberger un enfant de 7 ans trouvé seul dans les bois aurait tout d'un crime. Il finit par dire, d'une voix calme. On va juste être plus prudent. Pas de traces près des sentiers. Pas de fumée le jour. On garde profil bas. Il sortit alors de l'étagère un vieil appareil radio cabossé, l'un de ses rares liens avec le monde extérieur. Il l'alluma, tourna les boutons jusqu'à ce qu'une voix grésille à travers le brouillard statique. Une station locale. Ils mentionneront peut-être des recherches. Ils écoutèrent ensemble, la nuit tombant autour d'eux. Le crépitement du poste ressemblait à un feu de camp invisible. Aucune nouvelle d'un enfant disparu. Mais le son, la simple présence de voix humaines, les rattachait à un monde lointain qu'ils ne pouvaient plus rejoindre sans danger. Dès lors, un nouveau rituel naquit. Chaque soir, après le dîner, Liam allumait le poste pendant 30 minutes. Juste le temps d'écouter les gros titres sans gaspiller les piles. C'était leur fenêtre sur un univers devenu à la fois fascinant et menaçant. L'automne vint, dorant la forêt d'oranges et de cuivre. À l'intérieur, la vie s'organisait. Un soir, Ellie était assis près de Liam, un vieux livre ouvert entre eux. Il suivait du doigt les lettres en les énonçant lentement. Conservation. Ça veut dire prendre soin de quelque chose pour qu'il dure, expliqua Liam. Comme quand on ne prélève de la forêt que ce dont on a besoin. Ellie hocha la tête, concentrée. Avant de rencontrer Liam, son éducation avait été chaotique, faite d'interruptions et de déménagements. Pourtant, il apprenait vite. Et Liam, sans s'en rendre compte, avait hérité de la patience de sa grand-mère. Plus tard, ils fabriquèrent un calendrier sur un morceau d'écorce de bouleau, traçant les jours au charbon. « Pourquoi on fait ça ?» demanda Ellie. « L'hiver approche. Il faut suivre les réserves, le temps, et, ajouta-t-il après une pause, les jours importants. Comme les anniversaires ? S'enquit Ellie, les yeux brillants. Oui. Quand est le tien ? Le 12 novembre, répondit Ellie fièrement. J'aurai 8 ans. Liam nota soigneusement la date sur l'écorce. C'est bientôt, observa-t-il. Le regard d'Ellie s'adoucit, traversé d'une ombre. Ma mère, elle l'oubliait toujours. Elle disait que ça servait à rien de fêter ça. La mâchoire de Liam se crispa légèrement. Alors cette année, on le fêtera, dit-il d'un ton sans appel. On saura exactement quand ce jour viendra. Cette promesse silencieuse resta suspendue dans l'air, comme une chaleur nouvelle dans la petite cabane. Mais cette nuit-là, Ellie fut tirée du sommeil par un cauchemar plus vif que les autres. Il se redressa en hurlant, les draps trempés de sueur. Des images de sa mère surgissaient de son visage froid, sa main serrant son bras, sa voix qui crachait des menaces. Liam fut aussitôt à ses côtés, les yeux encore lourds de veille mais le corps déjà en alerte. Qu'est-ce qu'il y a ? Ellie s'agrippa à sa manche, les sanglots secouant ses épaules. Elle m'a trouvé. Elle disait que j'étais à elle. Qu'elle te ferait du mal pour m'avoir gardé. Ce n'est qu'un rêve, murmura Liam, bien qu'il jette un regard instinctif vers la porte solidement barrée. Elle ne sait pas où tu es. Mais si elle me cherche ? Si elle nous trouve ? Liam resta silencieux un moment, assis au bord du lit, les mains jointes. Tu crois qu'elle te cherche encore ? Demanda-t-il enfin. Ellie baissa les yeux. Il revit la silhouette de sa mère s'éloignant, son pas rapide, sa voix tranchante, tu n'es plus mon problème. Non, dit-il dans un souffle. Elle voulait se débarrasser de moi. Les mots, dits à voix haute, firent mal, mais ils libérèrent quelque chose. Liam hocha lentement la tête. Il n'y eut ni promesse ni mensonge de réconfort. Seulement une vérité partagée, douloureuse et pure, deux âmes rejetées par le monde, apprenant à se reconstruire ensemble. Épilogue silencieux. Cette nuit-là, après qu'Ellie se fut rendormie, Liam resta longtemps éveillé, écoutant le vent contre les vitres. Il savait désormais que leur refuge ne serait jamais tout à fait sûr. Le monde extérieur finirait par les rattraper, la loi, les rumeurs, la méfiance. Mais il regarda le petit corps endormi, les poings encore fermés autour du tissu. Et il sut aussi que tant qu'il lui restait la force, il protégerait cet enfant. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'en le sauvant, il sauvait quelque chose de lui-même, ce fragment d'innocence qu'il croyait perdu depuis longtemps dans les montagnes. Au dehors, la neige tombait sans bruit, ensevelissant le monde sous un manteau d'oubli. À l'intérieur, deux vies battaient à l'unisson d'un feu qui refusait de s'éteindre. Le vent d'automne hurlait entre les arbres, emportant les dernières feuilles comme des fragments d'or mourant.
Dans la cabane, le feu crépitait doucement. Ellie observait les flammes danser, une question brûlant sur ses lèvres. Alors, on est en sécurité contre elle, au moins, mais pas contre les autres, demanda-t-il d'une voix inquiète. Il pensait à leur discussion de la veille, à ces autorités qui cherchaient, peut-être encore, l'enfant disparu qu'il avait été. Et quand l'hiver viendra? On aura assez à manger? La question, innocente en apparence, révélait la conscience grandissante d'Ellie, il comprenait désormais la précarité de leur existence. Liam passa une main dans ses cheveux, le regard grave. J'y ai réfléchi, admit-il. On a de bonnes réserves, mais l'hiver est long. Le gibier se fait rare. Et cette cabane, elle est petite pour deux. Une peur fugitive traversa les yeux d'Ellie. Tu veux dire que tu ne veux plus que je reste? Ce n'est pas ce que j'ai dit, répondit Liam aussitôt. Seulement, ce sera difficile, parfois. Froid. Faim. Fatigue. Il faut que tu saches que ce genre de vie n'a rien de facile. Ellie hocha la tête, sincère. Je sais. Je peux t'aider plus. J'apprends vite. Liam le regarda un instant, puis acquiesça. Tu apprends bien. Mais, il y a autre chose. Il hésita, cherchant ses mots. Il faudrait qu'on ait un plan, au cas où il m'arriverait quelque chose. Il ne t'arrivera rien. Protesta Ellie aussitôt, la voix tremblante. Probablement pas, admit Liam. Mais les gens prudents se préparent. Ils parlèrent alors de choses concrètes, la direction du village le plus proche, les sentiers à suivre, les gens qui pourraient aider un enfant seul. Ellie écoutait, le cœur serré, refusant d'imaginer un monde sans Liam. Je ne veux pas de plan, finit-il par dire, les poings serrés. Je veux juste rester avec toi. Le visage de Liam se radoucit. C'est le plan principal, ça, répondit-il avec un sourire fatigué. Le reste, c'est juste pour être sûr. Le lendemain, les premiers flocons tombèrent prématurément, voltigeant dans l'air comme un avertissement silencieux. Ensemble, ils consolidèrent la cabane, ils colmatèrent les fissures des murs, fendirent du bois, ramassèrent les derniers champignons et noix avant que la neige ne fige tout. Ellie observait chaque geste de Liam avec une attention nouvelle. Ce n'était plus simplement des leçons pour survivre au présent, mais des instructions pour un avenir incertain, peut-être un avenir sans lui. Le soir venu, Liam traça une nouvelle marque sur leur calendrier d'écorce. Ellie comprit alors que ces entailles n'étaient pas seulement des repères dans le temps, elles étaient une promesse silencieuse, la preuve d'un futur partagé. Pour un enfant qui avait vécu au jour le jour, sans savoir où il dormirait, ce simple calendrier représentait une révolution, la preuve qu'il faisait désormais partie d'un « demain ». Le matin du 12 novembre, Ellie s'éveilla dans une lumière blanche. La forêt entière dormait sous une couverture immaculée de neige. La couche de Liam, soigneusement refaite, était vide. Sur la table, un mot ? Je reviens vite. Reste à l'intérieur. Ellie nourrit le poil et attendit, la curiosité grandissante. Quand Liam reparut, ses cheveux noirs mouchetés de flocons, il portait un sac gonflé d'une forme étrange. « Joyeux anniversaire », dit-il simplement. Ellie resta bouche bée. Malgré le calendrier, il n'avait jamais vraiment cru que quelqu'un se souviendrait. Liam sortit de son sac un petit gâteau, rien d'extravagant, une pâte rustique, des baies séchées, un peu de sucre sauvé des réserves. Fait à l'aube, expliqua-t-il, un peu gêné. Recette du journal de ma grand-mère. Ellie sentit sa gorge se serrer. Je n'ai jamais eu de gâteau d'anniversaire, murmura-t-il. Quelque chose passa dans les yeux de Liam, un éclair de colère contre le monde, contre les injustices infligées à cet enfant. Puis il se pencha vers lui. Eh bien, maintenant, tu en as un. Ils partagèrent ce festin modeste avec une solennité presque sacrée. Liam avait même façonné une bougie de fortune en cire d'abeille, qu'Ellie souffla dans un silence ému. Puis Liam sortit de sa poche un petit objet. Et ça, c'est pour toi. C'était un renard en bois, minutieusement sculpté. Son museau effilé, ses oreilles alertes semblaient presque vivants. Je l'ai taillé la semaine dernière, pendant que tu dormais. Ellie le prit avec un respect instinctif. Le bois était lisse, poli par des heures de patience. C'est parfait, souffla-t-il. Merci. Le reste de la journée fut empreint d'une légèreté rare, pas de corvée, un peu plus de pommes séchées au déjeuner, et surtout des histoires de l'enfance de Liam, des fragments de souvenirs qu'il partageait rarement. Le soir venu,
Ellie avait mal aux joues à force de sourire, un luxe auquel il n'était pas habitué. Mais le bonheur fut bref. Alors qu'ils écoutaient les nouvelles sur leur vieux poste radio, une voix claire fendit les grésillements. Les autorités continuent de rechercher Elias Turner, 7 ans, disparu depuis août dernier au camping de Pine Ridge. L'enfant est brun, environ 1,20 m. Toute information doit être transmise au shérif. Le silence s'abattit sur la pièce. Ellie leva des yeux effrayés vers Liam. C'est mon nom, souffla-t-il. Mon vrai nom. Liam éteignit brusquement la radio. Son esprit semblait tourner à toute allure. Il te cherche encore, après tout ce temps. Qu'est-ce qu'on va faire? La peur rendait la voix d'Ellie minuscule. Liam fit les 100 pas, nerveux. Je dois réfléchir. Ellie serrait le renard de bois contre sa poitrine. S'ils me trouvent, ils vont m'emmener. Liam s'arrêta net. Peut-être que ce serait mieux. Les mots frappèrent Ellie comme une gifle. Quoi? Tu aurais une vraie école, des repas réguliers, une famille, des choses que je ne peux pas t'offrir. Mais tu es ma famille. Cria Ellie, la voix brisée. Je ne veux personne d'autre. Ce n'est pas si simple, Ellie. Je ne suis qu'un gosse moi aussi. Les autorités ne comprendraient jamais. Tu les laisserais m'emmener? Après tout ça? Liam s'agenouilla devant lui, le saisissant par les épaules. J'essaie de penser à ton bien. Tu avais promis. Hurla Ellie, les larmes jaillissant. Tu avais fait le calendrier. Tu m'as donné ça. Il brandit le renard de bois. C'était des mensonges? Liam baissa la tête, accablé. Jamais de mensonges entre nous, murmura-t-il. Mais, j'ai peur. Peur de manquer de nourriture, peur des hivers, peur que tu grandisses caché du monde. Ellie le fixa droit dans les yeux. Je n'ai jamais été heureux avant toi. Jamais en sécurité. Avec toi, j'appartiens quelque part. Un long silence suivit. Quelque chose changea dans le regard de Liam, un mélange de résignation et de soulagement. Je ne sais pas ce qui est juste, avoua-t-il enfin. Mais je sais que je ne veux pas te perdre. Ellie s'avança et l'enlaça avec une force féroce. Alors ne les laisse pas m'emmener. On se débrouille bien, tous les deux. On se protège. Liam referma ses bras autour du petit corps tremblant. Oui, murmura-t-il. On se protège. Et on trouvera une solution. Je te le promets. Le jour qui avait commencé dans la joie s'acheva dans une tendresse douloureuse, une promesse d'unité face à un monde menaçant. Deux âmes perdues, liées non par le sang, mais par un choix réciproque, celui de rester ensemble. L'hiver s'installa avec une férocité implacable. La neige s'amoncela contre les murs, la glace orna les fenêtres de dentelle translucide. À l'intérieur, Liam et Ellie vivaient selon un rythme précis, rationner le bois, faire fondre la neige pour l'eau, surveiller les provisions. Combien de temps avant le printemps, demanda Ellie un soir, observant Liam cocher un autre jour sur leur calendrier. 3 mois, peut-être, répondit-il. Leur calendrier s'était enrichi, ils notaient désormais la météo, les traces d'animaux, la consommation de vivres. Ellie fronça les sourcils. Tu tousses encore. Liam haussa les épaules. C'est rien, l'air sec du feu. Mais cette nuit-là, Ellie fut réveillée par une quinte de toux violente. Liam, recroquevillé sous sa couverture, étouffait ses gémissements. Le matin, sa peau était brûlante, ses gestes lents. Tu es malade, dit Ellie d'une voix ferme. Je vais bien, répondit Liam, avant d'être secoué d'une nouvelle toux. Ellie se souvint alors de ce que Liam lui avait raconté, la pneumonie qui avait emporté sa grand-mère un hiver semblable, le désespoir de ne pas avoir pu chercher d'aide, la tombe creusée seule dans la neige. Déterminé, Ellie prit la relève. Il alla chercher le journal de la grand-mère, celui qu'il déchiffrait patiemment depuis des mois. Son doigt suivait les lignes tremblées d'une écriture ancienne. Ça dit ici, infusion d'aiguilles de pin contre la toux. Je peux le faire. Liam le regarda, partagé entre fierté et inquiétude, tandis que le garçon préparait la décoction amère avec une précision touchante. Les rôles s'étaient inversés, le protégé devenait le protecteur. Les jours suivants furent une alternance d'espoir et d'angoisse. Par moments, Liam semblait aller mieux, sortant brièvement pour couper du bois ou vérifier les pièges. D'autres matins, il restait cloué au lit, fiévreux, délirant. Ellie veillait sur lui sans relâche, il entretenait le feu,
préparait les repas les plus nourrissants possibles, et sortait relever les collets en suivant les instructions que Liam lui donnait d'une voix rauque. Chaque tâche accomplie, chaque flamme rallumée, chaque tasse de tisane servie devenait un acte d'amour silencieux. Et dans le froid mordant de l'hiver, alors que le monde semblait s'être figé dans le givre, la petite cabane demeurait vivante portée par deux cœurs obstinés, liés par la promesse fragile mais indestructible de ne pas s'abandonner. L'héritage du silence. Un soir où la lucidité revenait par éclairs, Liam tira de sous son matelas une feuille soigneusement pliée, usée au pli par d'innombrables consultations. « Il faut que je te montre quelque chose, dit-il d'une voix rauque, étranglée par la toux. Il déplia la carte sur sa couverture, pointant du doigt les marques qu'il y avait tracées. « Nous sommes ici. La ville, là-bas, à 12 milles vers l'est. Mais ne prends jamais ce chemin. » Son doigt suivit une route marquée de croix rouges. Poste de rangers. Il patrouille, même en hiver. Ellie observa la carte longuement, essayant de graver chaque symbole dans sa mémoire. Quelque chose dans l'urgence du ton de Liam lui glaça le sang. « Tu vas guérir, dit-il d'un ton ferme, croyant qu'il s'agissait d'une leçon d'espoir. Liam hocha la tête, mais continua. Les marques vertes, ce sont les sources d'eau potable. Les cercles bleus, les zones où on peut trouver de la nourriture. Les croix noires, des endroits dangereux, vieux pièges, terrains instables, nids de guêpes en été. La carte représentait bien plus qu'un simple guide, c'était la somme de toutes les années de survie accumulées par Liam et sa grand-mère, un legs qu'il transmettait à Ellie avec une rigueur presque sacrée. Ce n'était pas qu'un savoir, c'était une façon de survivre au monde. Cette nuit-là, alors que la fièvre de Liam s'intensifiait, Ellie pensa à cette grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Avait-elle ressenti la même angoisse en voyant quelqu'un qu'elle aimait dépérir? Avait-elle, elle aussi, confié son savoir avec la peur que ce soit tout ce qu'il reste d'elle? Parle-moi d'elle, demanda doucement Ellie, en appliquant un linge frais sur le front brûlant de Liam. À travers ses souffles courts, Liam raconta ce qu'il n'avait jamais partagé, comment elle lui avait appris à suivre les traces d'un animal, à reconnaître la mousse qui soigne les plaies, à chanter des mélodies anciennes dans une langue qu'elle disait issue de leurs ancêtres. Elle disait toujours qu'on ne possède rien vraiment, murmura-t-il. Rien, sauf les histoires qu'on garde et les savoirs qu'on maîtrise. Je retiendrai tout ce que tu m'enseignes, promit Ellie, la voix vibrante. Tout. Le regard de Liam se radoucit. Il attrapa son vieux journal, le pressant dans les mains d'Ellie. Tu lis bien maintenant. Une page chaque soir. Apprends tout. C'était la première fois qu'il reconnaissait, sans le dire, la possibilité de sa propre fin. Ellie serra le cahier contre lui. Sa peur se transforma en résolution farouche. Tu vas m'apprendre toi-même, protesta-t-il. Tu dois guérir. Liam eut un faible sourire. C'est prévu. Mais les gens intelligents se préparent toujours. Ellie termina la phrase pour lui. Les gens intelligents se préparent. C'était devenu leur mantra, leur serment. Cette nuit-là, alors que Liam sombrait dans un sommeil agité, Ellie murmura un mot qu'il n'avait jamais osé prononcer. Un mot simple, mais lourd de sens. Maison. Leur cabane. Leur feu. Leur vie à deux. C'était devenu son foyer. Et il se promit d'en défendre chaque souffle. La fièvre de Liam monta dangereusement au 4e jour. Sa respiration devint sifflante, chaque inspiration un combat. Ellie essaya tout ce que le journal prescrivait, tisane d'aiguilles de pin, cataplasme de moutarde, vapeur d'herbe. Rien n'y fit. Des médicaments. Gémit Liam entre deux quintes de toux, ses mains tremblant de faiblesse. Ellie sentit son cœur se serrer. Il faut aller en ville, mais je ne peux pas te laisser seul. Sous le lit, souffla Liam. Boîte d'urgence. Ellie se précipita et en sortit une petite caisse en bois. À l'intérieur, quelques billets froissés, une lampe torche, des allumettes étanches, et une bouteille de comprimés. Des antibiotiques, expliqua Liam en désignant faiblement le flacon. Le médecin de la ville m'en avait donné la dernière fois. L'étiquette était presque effacée, mais lisible, prendre 2 fois par jour jusqu'à épuisement. Il ne restait que 3 pilules. Ellie aida Liam à en avaler une, son inquiétude redoublant à l'idée que son frère de cœur ait gardé un tel secret. En remettant la boîte en place, ses doigts effleurèrent un papier plié. Intrigué, il le déplia, un document officiel frappé d'un sceau gouvernemental. Département des services à l'enfance, avis de disparition, William James Donovan. Ellie resta figée.
La description correspondait parfaitement à Liam à l'âge près. Il lut les lignes suivantes: un jeune garçon disparu après s'être enfui d'un foyer d'accueil, à la suite d'accusations de maltraitance. 3 ans manquant à l'appel. Les mains tremblantes, Ellie fouilla plus loin, d'autres documents, des coupures de journaux, une carte d'assistante sociale avec un numéro griffonné. Chaque feuille révélait une vérité différente de celle que Liam lui avait contée. Il n'avait pas grandi auprès de sa grand-mère, orphelin aimanté par le souvenir. Il avait fui un foyer brisé. Liam était un enfant perdu, tout comme lui. Une voix faible rompit le silence. Tu l'as trouvé. Les yeux brûlants de fièvre de Liam fixaient les papiers dans ses mains. Tu m'as menti, murmura Ellie, la gorge serrée. Pas sur tout, répondit Liam dans un souffle. Elle était réelle. Je l'ai rencontrée après ma fuite. Ce n'était pas ma grand-mère de sang. Elle m'a trouvé dans son jardin, alors que je volais à manger. Elle m'a recueilli, m'a appris tout ce que je sais. Quand les services sont venus, elle a prétendu que j'étais son petit-fils. Elle m'a protégé. Ellie sentit la vérité lui perforer le cœur. Leur histoire se reflétait l'une dans l'autre, 2 enfants abandonnés, 2 êtres choisis par amour, non par obligation. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité, demanda Ellie, bien qu'il en devinât déjà la réponse. Je voulais te protéger. Mes parents m'ont laissé quand j'avais 3 ans. Après ça, les foyers, le dernier était un enfer. Quand elle est morte, je ne pouvais pas y retourner. J'aurais pas survécu. Alors Ellie comprit, Liam ne l'avait pas recueilli par simple bonté. Il avait reconnu en lui le même désespoir, la même peur viscérale d'être seul. Tu as besoin d'un vrai médecin, insista Ellie. Ces pilules ne suffisent pas. Pas de médecin, protesta Liam faiblement. Ils te prendront. Ils me ramèneront là-bas. Tu pourrais mourir, cria Ellie, la voix brisée. Liam ferma les yeux, murmurant. Plutôt mourir libre que de vivre enfermé. Ellie fit les 100 pas, les documents serrés contre lui, déchirés entre la loyauté et la peur. Et si les antibiotiques échouaient? Et si Liam mourait comme sa grand-mère, seul, dans cette cabane? La neige tomba sans relâche cette nuit-là, ensevelissant la forêt dans un silence spectral. Ellie prit sa décision. L'odeur antiseptique de l'hôpital piquait ses narines. Assis sur une chaise trop grande, les pieds ballants, un bracelet en plastique entourait son poignet, Elias Turner. À ses côtés, Madame Bennett, assistante sociale, prenait des notes sur un clipboard. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Ellie avait quitté la cabane. Il avait attendu que Liam sombre dans un sommeil profond, s'était couvert de couches de vêtements, avait glissé la carte contre sa poitrine, puis s'était aventuré seul dans la tempête. 12 milles à travers la neige jusqu'aux genoux, guidé par la carte et la peur de perdre celui qui l'avait sauvé. Au lever du jour, à bout de force, il tomba sur un chasseur vérifiant ses pièges. L'homme comprit immédiatement. Il appela les secours par radio et enveloppa Ellie dans son manteau. Quelques heures plus tard, les sauveteurs atteignirent la cabane. Liam était inconscient, à 2 doigts de la mort. Le diagnostic, pneumonie sévère. Les médecins parlèrent de carence, de conditions insalubres, échangeant des regards lourds de jugement. Je peux le voir, demanda Ellie pour la 3e fois. Bientôt, promit Madame Bennett avec douceur. Les médecins finissent les examens. Et la police doit lui poser quelques questions. Le mot police fit trembler Ellie. Il avait tout raconté ou presque. Que Liam l'avait trouvé, qu'il l'avait soigné, qu'il l'avait protégé. Mais les adultes échangeaient toujours ces regards entendus, murmurant syndrome de Stockholm quand ils pensaient qu'ils ne les entendaient pas. On l'avait placé chez les Johnson, un couple bienveillant. Leur maison était confortable, lumineuse, mais tout y paraissait étranger. Trop d'électricité, trop de voix, trop de règles. Un médecin entra, dossier à la main. Tu peux le voir maintenant. 15 minutes, pas plus. Ellie bondit de sa chaise et suivit le couloir jusqu'à une petite chambre blanche. Liam reposait là, pâle, relié à des machines qui bipaient doucement. Salut, murmura Ellie, s'approchant du lit. Liam ouvrit les yeux. Un sourire, fragile mais sincère, traversa son visage. Tu vas bien. Je suis désolé, balbutia Ellie. Je devais chercher de l'aide. Tu allais mourir. Liam tendit faiblement la main. Tu m'as sauvé la vie. Cette phrase balaya une part de la culpabilité d'Ellie. Mais l'inquiétude resta, lancinante.
Il t'appelle William, dit-il. C'est mon vrai nom, répondit Liam. Ils savent qui je suis. Et qui nous sommes. Madame Bennet observait depuis la porte, attentive. Ellie se pencha, chuchotant. Ils m'ont mis dans une famille d'accueil. Les Johnson. Juste pour un temps. La douleur passa dans les yeux de Liam. Ils vont nous séparer. Je ne les laisserai pas faire, promit Ellie avec la fougue de l'enfance, sans savoir comment tenir parole. Le temps s'écoula trop vite. Alors qu'on le ramenait vers la sortie, Liam murmura. Souviens-toi de tout ce qu'on a appris. Ellie hocha la tête. Les jours suivants se fondirent les uns dans les autres. Des entretiens, des formulaires, des questions sans fin. Les policiers, les psychologues, les travailleurs sociaux voulaient tout savoir, la cabane, la survie, l'abandon. Ellie répondit calmement, minimisant la faim et le froid, insistant sur la bonté de Liam. Une semaine plus tard, Madame Bennet revint chez les Johnson. Elle s'assit en face d'Ellie, son expression douce mais grave. « Nous avons retrouvé ta mère, dit-elle. Elle vit en Arizona. » Le cœur d'Ellie manqua un battement. « Elle veut que je revienne ?» L'assistante hésita, pesant ses mots. « Elias, il faut que tu saches, ta mère a renoncé à ses droits parentaux il y a presque 1 an. Elle a signé des papiers. » Le silence tomba. Ellie sentit la douleur monter et puis s'effaça, remplacée par une paix étrange. Il n'avait plus rien à attendre d'elle. Mais quelque part, dans une chambre d'hôpital, un garçon nommé William James Donovan respirait encore. Et cela suffisait. L'abandon n'avait rien d'un geste impulsif. Il avait été préparé, froidement planifié. Sa mère n'avait jamais eu l'intention de revenir pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver, demanda Ellie, surpris de la stabilité de sa propre voix. Miss Bennet, la travailleuse sociale, répondit d'un ton mesuré. Tu resteras en famille d'accueil pendant que nous cherchons un foyer permanent. Elle hésita, parcourant des notes sur son dossier. Et pour William? Liam, rectifia Ellie aussitôt. Liam, concéda TL. Sa situation est plus complexe. Il a fugué d'un foyer abusif il y a 3 ans. Ses anciens parents d'accueil ont été radiés du système, mais à 15 ans, il reste un mineur qui a besoin d'un tuteur légal. Ellie redressa le menton. On doit rester ensemble. C'est ma famille, maintenant. Miss Bennet le regarda longuement, comme si elle évaluait la profondeur de cet attachement. Je comprends, dit-elle finalement. Ce n'est pas courant de placer ensemble des enfants avec un tel écart d'âge. Elle prit des notes sur son clipboard avant d'ajouter. Mais il y a un couple que je connais bien, les Miller. Ce sont des parents d'accueil expérimentés. Ils ont peut-être la possibilité d'accueillir vous deux, au moins temporairement, le temps qu'on y voit plus clair. Un faible éclat d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Ellie. Tous les deux, ensemble, murmura-t-il. C'est une possibilité, confirma TL prudemment. Les Miller ont un excellent parcours avec des enfants ayant subi des traumatismes. Je leur parlerai dès aujourd'hui. Quand elle partit, Ellie regarda le bracelet d'hôpital autour de son poignet. Ce petit ruban de plastique symbolisait tout ce que lui et Liam avaient tenté d'éviter, le système, les institutions, les décisions prises par d'autres à leur place. Et pourtant, au cœur même de ces contraintes, une minuscule ouverture semblait apparaître pas une liberté, mais peut-être une sécurité nouvelle. Une promesse ténue qu'il n'aurait plus à affronter le monde seul. La maison des Miller se trouvait à la lisière de la ville, une bâtisse simple à 2 étages, entourée d'un large porche en bois et d'une cour bordée par les arbres. Rien à voir avec la cabane sauvage où il avait vécu avec Liam, mais la présence familière des bois, là, tout près, fit retomber un peu la tension de ses épaules. Ils ont accueilli plus de 20 enfants en 10 ans, expliqua Miss Bennet en rassemblant ses dossiers. Certains étaient des fratries. Ellie et Liam n'étaient pas frères de sang, mais les services avaient accepté un rendez-vous supervisé pour envisager leur placement commun. Liam, sorti de l'hôpital 2 jours plus tôt, séjournait provisoirement dans un foyer collectif. Dès que la voiture s'arrêta, Ellie le vit, assis raide sur les marches du porche, un travailleur social à ses côtés. Dans ses vêtements empruntés et sa coupe de cheveux fraîchement taillée, Liam paraissait presque un autre garçon. Seuls ses yeux demeuraient inchangés et lucides, méfiants, pleins de secrets. « Liam » s'écria Ellie, oubliant toute consigne. Avant que Miss Bennet n'ait le temps d'intervenir, il s'élança vers lui. Liam se leva brusquement, et l'instant d'après,
Ellie se jeta dans ses bras. L'étreinte qui suivit, silencieuse mais puissante, parla plus fort que 1000 explications. À l'intérieur, les Miller attendaient. Robert et Sarah, la quarantaine bien entamée, dégageaient une bienveillance tranquille. Sarah, aux cheveux prématurément argentés, avait ce regard doux des gens qui ont souffert mais choisi malgré tout la bonté. Robert, grand et solide, marchait avec une légère boiterie, souvenir d'une vieille blessure. « Bienvenue, les garçons », dit Sarah avec une chaleur contenue. Pas d'enthousiasme forcé, pas de fausse gaieté, elle semblait savoir qu'un excès de gentillesse pouvait effrayer des enfants comme eux. « Vos chambres sont prêtes à l'étage. » Liam garda le silence, observant les issues et les fenêtres avec l'instinct d'un animal autrefois traqué. Ellie resta près de lui offrant sans mots la sécurité de sa présence. La visite se déroula avec prudence, un tour de la maison, un déjeuner simple, des échanges encadrés par les travailleurs sociaux. Les Miller expliquèrent leur parcours, enseignants de profession, ils s'étaient tournés vers l'accueil d'enfants après avoir appris qu'ils ne pouvaient en avoir eux-mêmes. « Nous croyons que chaque enfant mérite la sécurité et le respect », déclara Robert calmement. Son regard droit englobait les deux garçons. « Ici, personne ne frappe. Personne ne manque de nourriture. Chacun a droit à la parole et à son intimité. » Liam ne répondit pas, mais son scepticisme était palpable. Ellie, lui, sentit malgré tout naître un désir de croire. Les Miller ne cherchaient pas à forcer la confiance, ils se contentaient d'offrir, avec simplicité, un espace honnête. Après le repas, on permit aux garçons de passer un moment seuls dans le jardin. Ils s'éloignèrent jusqu'au coin le plus reculé, près d'un grand chêne où pendait une balançoire de bois. « Qu'est-ce que t'en penses » demanda Ellie, nerveux. Liam fit glisser ses doigts sur l'assise de la balançoire. « Ils ont l'air corrects, pour l'instant. Miss Bennet dit qu'ils pourraient nous prendre ensemble. » Dans ses yeux, l'espoir se mêlait à la lassitude. « Ne te fais pas d'illusions, murmura-t-il. Le système promet beaucoup, et tient rarement parole. Mais si cette fois, il la tient, insista Ellie. Si on pouvait rester ensemble. Liam soupira, son regard se perdant vers la forêt. Ce ne serait pas comme avant. Il y aurait des règles, l'école, des gens pour nous surveiller tout le temps. Mais on serait ensemble, coupa Ellie avec ardeur. On aurait de la vraie nourriture, des médecins quand on est malade. Liam le fixa longuement, puis sa voix s'adoucit. Je sais. Et je sais surtout que c'est mieux pour toi ici. Ces mots, chargés d'une tendresse grave, portaient la promesse silencieuse d'un sacrifice. Liam serait prêt à renoncer à sa propre liberté si cela garantissait à Ellie un avenir plus sûr. 3 jours plus tard, Miss Bennet revint, un dossier épais à la main. Les Miller ont accepté de vous accueillir tous les deux, sous réserve de l'accord du tribunal. Ellie sentit son cœur bondir. Alors ? Liam pourra venir. Bientôt, répondit-elle. Mais il y a un problème, ses anciens parents d'accueil ont déposé une opposition. Ellie pâlit. Ils le veulent encore ? Mais ils l'ont fait souffrir. Nous le savons, dit Miss Bennet. Leurs abus sont documentés, mais la loi leur accorde le droit à une audience. Le processus prendra du temps. Quand Ellie arriva chez les Miller, il n'avait qu'un petit sac à dos offert par la famille Johnson, quelques vêtements, le renard de bois sculpté par Liam et une copie de la demande officielle de placement que Sarah lui avait donnée, lui expliquant chaque section comme à un adulte. Ce soir-là, dans une chambre véritable avec des rideaux propres et une lampe stable, il posa le petit renard sur le rebord de la fenêtre, tourné vers les arbres. Comme s'il montait la garde, en attendant le retour de son créateur. Sarah entra sans bruit. C'est dur d'être séparée de lui, constata-t-elle doucement. Ce n'était pas une question. Ellie hocha la tête, la gorge serrée. Il sera ici bientôt, promit-elle. Robert et moi, nous avons de bons avocats. Et nous comprenons ce que vous représentez l'un pour l'autre. Elle déposa un dossier sur sa table de nuit, une demande officielle de tutelle conjointe, déjà signée de leurs mains. Un acte juridique, mais aussi un acte d'amour. Le tribunal se dressait, massif et froid, ses marches polies par des décennies d'attente et d'angoisse. Ellie tira nerveusement sur le col de sa chemise la première qu'il possédait. Miss Bennet les attendait dans le hall, un épais classeur à la main. Liam est déjà à l'intérieur, dit-elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée chez les Miller, 2 semaines de repas réguliers, de bains chauds, de nuits calmes, mais aussi 2 semaines de solitude face à ce lit vide, celui qui devait être celui de Liam.
Dans la salle d'audience, les bancs de bois vernis étaient froids. Ellie chercha du regard jusqu'à apercevoir Liam, assis raide aux côtés d'un autre travailleur social. Leurs yeux se croisèrent, échange muet chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient dire. La porte s'ouvrit, le juge entra. Une femme aux cheveux striés d'argent, aux yeux clairs, pénétrants. Ellie aperçut alors, à l'avant, un couple tiré à 4 épingles, les Marshall, les anciens parents d'accueil de Liam. Rien, dans leur apparence soignée, ne trahissait la cruauté que Liam lui avait décrite. L'avocat des Marshall prit la parole. « Madame la juge, mes clients ont été injustement diffamés. Ils ont accueilli un enfant difficile, qui a fui plutôt que d'accepter la discipline nécessaire. Depuis, ils ont suivi des cours de parentalité et souhaitent réparer cette rupture familiale. » Les mains d'Ellie se crispèrent. Ces mots transformaient la souffrance de Liam en rébellion, sa fuite en faute. L'avocat commis pour défendre Liam se leva à son tour. « Madame la juge, les signalements concernant les Marshall sont graves. Liam a subi des abus physiques et psychologiques, ce qui l'a conduit à fuir pour survivre. Les mois qu'il a passés ensuite dans l'isolement témoignent d'une résilience exceptionnelle. » Le juge resta impassible, prenant quelques notes. Puis vint le tour de l'avocat des Miller, qui présenta la requête de placement conjoint. À ce moment, Mrs. Marshall se redressa brusquement. « Mais ces enfants ne sont même pas de la même famille, » s'exclama-t-elle. Le regard acéré du juge tomba sur elle. « Madame Marshall, veuillez respecter la procédure. » Puis, se tournant vers la barre. « J'aimerais comprendre pourquoi vous pensez qu'un placement commun servirait au mieux leurs intérêts. » Ellie retint son souffle. Miss Bennett fut appelée à témoigner. Sa voix professionnelle, calme, raconta le lien formé entre les deux garçons, un lien de survie autant que d'affection. Elle expliqua que séparer Ellie et Liam reviendrait à effacer tout progrès, à replonger chacun dans ses traumatismes. L'avocat des Marshall tenta de la déstabiliser par des questions insidieuses, mais Miss Bennett ne fléchit pas. Chaque mot, chaque phrase réaffirmait que ces deux enfants n'étaient pas un hasard l'un pour l'autre, mais une famille née de la nécessité et du cœur. Et tandis qu'elle parlait, Ellie sentit poindre, pour la première fois, une certitude nouvelle, ils n'étaient plus seulement des dossiers à trier, des numéros à placer. Ils étaient deux vies qui s'étaient trouvées dans le froid du monde, et que personne, désormais, ne pourrait plus séparer sans injustice. Jugement et renaissance. N'est-il pas vrai, lança l'avocat des Marshall, que William Donovan a en réalité enlevé un enfant plus jeune et l'a tenu isolé du reste du monde? Comment être certain que cette relation n'était pas fondée sur l'exploitation? Avant que Miss Bennett puisse répondre, la juge leva la main. Cette description contredit les preuves versées au dossier, trancha-t-elle. Tout indique que William a offert à cet enfant abandonné par sa tutrice légale des soins, une éducation et une protection exemplaires. Les Marshall échangèrent des chuchotements fébriles avec leur avocat. Celui-ci se leva et demanda la permission d'interroger directement Ellie. « J'aimerais entendre l'enfant lui-même. » Le cœur d'Ellie battit si fort qu'il en eut le souffle court. La juge l'observa longuement, puis hocha la tête. « Très bien. Nous parlerons en privé, dans mon bureau. Sans avocat. Seulement vous, moi, et l'avocate du tribunal. » La pièce où elle le conduisit semblait moins menaçante que la salle d'audience. Des rayonnages chargés de livres tapissaient les murs. Sur le bureau trônait la photo d'un Golden Retriever au regard doux. « Elias, » dit la juge d'une voix calme, « je veux que vous me parliez de Liam. Pas ce qu'on vous a dit de dire, mais ce que vous ressentez vraiment. Pouvez-vous faire cela ?» Ellie hocha la tête, sérieux. « Est-ce que Liam vous a déjà fait du mal? Vous a-t-il déjà effrayé? » « Jamais, » répondit Ellie sans hésiter. « Il m'a sauvé. Ma mère m'a laissé mourir, et lui, il m'a trouvé. Il m'a appris à lire, à pêcher, à ne pas avoir peur. » La juge prit des notes, le visage impassible. « Aviez-vous faim, parfois? » « Oui, » admit Ellie honnêtement. « Mais Liam avait encore plus faim que moi. Il me donnait la plus grande part. Il disait que je devais grandir. » Les questions se succédèrent, précises mais bienveillantes, leurs journées, leurs hivers, les dangers de la montagne. Ellie répondit avec franchise, parlant aussi bien des difficultés que des moments de tendresse et de confiance. « Si vous pouviez choisir où vivre maintenant, où iriez-vous » demanda enfin la juge. Ellie la regarda droit dans les yeux. « Avec Liam. Et si on pouvait rester avec les Miller aussi, ce serait bien. Mais Liam, c'est ma famille.
Ces mots restèrent suspendus entre eux, simples et absolus. La juge finit par refermer son carnet. Merci pour votre sincérité, Elias. Vous pouvez retourner dans la salle. De retour sur le banc en bois, Ellie sentit le silence lourd autour de lui. Les Marshall paraissaient confiants, les Miller, nerveux. Liam, lui, semblait résigné, comme s'il s'attendait déjà au pire. La juge revint à son siège, ajusta ses lunettes. Avant de rendre ma décision, j'ai une dernière question. William Donovan, approchez, je vous prie. Liam se leva, traversant la salle d'un pas mesuré. Son visage restait impassible, ce masque qu'il portait chaque fois qu'il devait affronter la peur. Asseyez-vous, dit la juge. J'aimerais entendre votre version. Il jeta un bref regard vers les Marshall avant de répondre. Que voulez-vous savoir, votre honneur? Commençons par le début. Pourquoi avez-vous fui le foyer des Marshall, il y a 3 ans? Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs. Le silence se fit dense. Puis les mots vinrent, lourds, hésitants. Au début, ils étaient gentils. Le premier mois, tout allait bien, et puis les choses ont changé. Un rire méprisant monta du banc des Marshall. Silence, tonna la juge, avant de faire signe à Liam de poursuivre. Monsieur Marshall avait des règles. Trop de règles. Et si je les enfreignais, il y avait des conséquences. Quelles conséquences? Demanda la juge doucement. Enfermé au sous-sol. Pas de nourriture. Parfois plusieurs jours. Chaque phrase semblait lui coûter une douleur physique. S'il me voyait pleurer, il sortait la ceinture. Madame Marshall regardait. Parfois, c'est elle qui lui disait que je n'apprenais pas ma leçon. Mensonge, s'écria la femme, se levant d'un bond. Asseyez-vous, ou je vous fais expulser, coupa la juge d'une voix glaciale. Elle se tourna de nouveau vers Liam. Continuez, s'il vous plaît. J'ai signalé ce qu'il me faisait à mon assistante sociale, 2 fois. Rien n'a changé. Elle leur a répété ce que j'avais dit. Après ça, c'était pire. Une femme se leva du fond de la salle, les traits tendus. Votre honneur, puis-je parler? Je suis Janet Rivera, ancienne enseignante de William Donovan. La juge hésita, puis acquiesça. Approchez. Madame Rivera s'avança jusqu'à la barre. J'ai eu William en 6e, avant sa disparition. J'ai signalé 3 fois à la protection de l'enfance mes soupçons de maltraitance. Il arrivait à l'école couvert d'ecchymoses, affamé, parfois incapable de s'asseoir. Les enquêtes ont été classées sans suite à chaque fois. L'avocat des Marshall bondit pour objecter, mais la juge l'interrompit d'un geste sec. Objection rejetée. Continuez, Madame Rivera. J'ai suivi ce procès depuis que j'ai su qu'il avait été retrouvé. Je n'ai pas assez insisté à l'époque. Je ne referai pas cette erreur. Elle présenta des documents, des courriels datés, des notes consignées dans son journal, des rapports jamais pris au sérieux. L'atmosphère de la salle se transforma, les certitudes des Marshall s'effritèrent, remplacées par un malaise palpable. La juge se tourna alors vers Robert et Sarah Miller. Vous avez demandé la garde temporaire des 2 garçons. Êtes-vous conscient de ce que cela implique? Robert répondit d'une voix calme. Nous avons suivi une formation complète sur la prise en charge d'enfants traumatisés. Notre maison a été adaptée pour eux, 2 chambres séparées, proches l'une de l'autre, pour préserver leur sécurité tout en respectant leur intimité. Sarah ajouta. Nous avons aussi un jardin où ils pourront utiliser ce qu'ils ont appris dans la nature. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils nous fassent confiance du jour au lendemain. Mais nous sommes prêts à patienter, à les accompagner aussi longtemps qu'il le faudra. 20 minutes plus tard, une éternité pour Ellie, la juge revint prononcer sa décision. La salle se figea. Après examen des témoignages et des preuves, je rejette la demande de garde déposée par les Marshall. Non seulement elle est sans fondement, mais elle pourrait nuire gravement au bien-être de William Donovan. Elle marqua une pause, fixant les Marshall d'un regard dur. De plus, j'ordonne le renvoi de ce dossier au procureur pour réouverture des enquêtes de maltraitance passées, manifestement négligées. Les visages des Marshall se vidèrent de toutes couleurs. Concernant William Donovan et Elias Turner, je confie leur garde temporaire à Robert et Sarah Miller. Un examen de suivi aura lieu dans 6 mois pour envisager une adoption définitive. Le coup sec du maillet résonna, marquant la fin du jugement. Ellie sursauta. Tout venait de se décider.
dans le couloir, il se retrouva serré entre les bras chaleureux des Miller. Un peu plus loin, Liam signait des papiers avec son assistante sociale, le visage mi-soulagé, mi-incrédule. « Quand est-ce qu'il pourra venir à la maison » demanda Ellie d'une voix tremblante. « Aujourd'hui » répondit Sarah avec un sourire ému. « Il faut juste finaliser les documents. » Le soir même, Ellie attendait sur le perron, guettant la voiture au bout de la route. Lorsqu'elle apparut enfin, son cœur bondit. Liam en descendit, un petit sac à la main, l'air incertain. « Bienvenue à la maison » dit simplement Ellie. Ces 3 mots suffirent. L'hésitation de Liam se brisa, il monta les marches et serra l'enfant contre lui. Cette nuit-là, dans leur nouvelle chambre, aucun des deux ne trouva le sommeil. Ils chuchotaient à travers l'obscurité, tentant de comprendre ce qui leur arrivait. « Tu crois qu'on peut leur faire confiance » demanda Ellie d'une voix timide. Liam réfléchit un long moment avant de répondre. « Je crois qu'on peut essayer. » Dans sa bouche, ce mot « essayer » avait la valeur d'un serment. Le maillet de la juge avait fixé leur destin juridique, mais leur véritable vie, elle, commençait maintenant, dans les repas partagés, les règles discutées, les gestes d'attention, les sourires prudents et les promesses silencieuses. 6 mois plus tard. Le soleil du printemps baignait le jardin des Miller. Ellie, accroupie dans un carré de terre, retournait la glaise assouplie par les pluies. L'endroit, autrefois nu, était devenu un havre de verdure, rangé de légumes bordés de pierres, herbes aromatiques aux étiquettes faites à la main, petites serres bricolées avec d'anciennes fenêtres. Les plants de tomates sont prêts. Lança Liam depuis la porte de la serre, tenant un plateau de jeunes pousses. Tous deux avaient changé. Le visage d'Ellie avait perdu la crispation d'autrefois, il riait plus facilement. Liam, lui, marchait plus droit, ses yeux autrefois méfiants éclairés d'une sérénité nouvelle. La maison des Miller n'était plus un lieu d'accueil, c'était devenu leur maison. Sarah apparut sur le perron, un appareil photo à la main. « Ne bougez pas. Vous êtes parfait comme ça, avant d'être couvert de terre. » Les garçons se figèrent, un peu gênés. Le déclic de l'appareil retentit plusieurs fois. « Voilà » dit-elle en leur montrant l'écran. Leur premier portrait de famille. Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Robert rentre ce soir avec les papiers. Si tout est en ordre, on pourra déposer la demande d'adoption la semaine prochaine. » Le mot fit frissonner les deux garçons, adoption. Un mot immense. Irréel. Il signifiait permanence, sécurité, avenir. Les Miller ne leur avaient jamais mis la moindre pression. Ils avaient simplement attendu, laissant le temps faire son œuvre, permettant aux cicatrices de se refermer lentement. Ce soir-là, Ellie planta les derniers semis avec un soin infini. Liam observait, pensif, puis déclara d'une voix basse. « Tu te souviens de ce qu'on avait avant ? Le froid, les pièges, la peur ?» « Oui, » répondit Ellie. « Mais maintenant, on a un jardin. Et des gens qui nous attendent. » Liam sourit. « Ouais. Et ça vaut toutes les montagnes du monde. » La lumière du crépuscule dorait le jardin. Derrière eux, la porte s'ouvrit, Sarah appela pour le dîner. Les deux garçons se levèrent, se dépoussiérèrent les mains et coururent vers la maison, leur rire se mêlant au chant du soir. Le chemin avait été long, traversé de douleur, de silence et d'espoir. Mais en cet instant, tout semblait à sa juste place, 2 vies sauvées, 2 cœurs reconstruits, et une famille née du courage, de la bonté et de la foi en un lendemain possible. Le retour à la cabane. « On pourrait retourner à la cabane d'abord » demanda soudain Liam, d'une voix hésitante. « Avant que tout change. » Sa question surprit Sarah autant qu'Ellie. Depuis plusieurs mois, Liam ne parlait presque plus de la cabane, il s'efforçait de s'adapter à l'école, aux séances de thérapie, à cette vie de famille qui se dessinait peu à peu. Sarah le regarda longuement avant d'acquiescer doucement. « Je crois que c'est possible. J'en parlerai à Robert. » Le week-end suivant, tous les 4 reprirent le sentier qui serpentait à travers la forêt familière. Le printemps avait transformé le paysage. Là où, 1 an plus tôt, la neige recouvrait tout, s'étendait à présent une mer de verdure, traversée par le chant clair des oiseaux. Liam marchait en tête, sûr de lui, consultant parfois la vieille carte écornée qu'il gardait depuis leur sauvetage. Là, dit-il enfin, désignant à travers les arbres une silhouette familière. La petite cabane se dressait toujours, fidèle, malgré les assauts de l'hiver. Ils approchèrent lentement. Liam et Ellie passaient les premiers, les Miller restaient un peu en retrait,
respectueux du souvenir. La porte résista un instant, gonflée par l'humidité, puis céda sous la pression habituée de Liam. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps, les cendres dans le poêle, les pièges de Liam suspendus à leurs crochets, le calendrier de fortune taillé dans l'écorce, arrêté sur un jour lointain. Ellie s'approcha de l'étagère où trônait autrefois le petit renard qu'il avait sculpté. « Je l'ai encore, dit-il doucement. Sur le rebord de ma fenêtre, à la maison. » Le mot maison s'échappa naturellement de ses lèvres. Il ne désignait plus ce refuge de bois, mais la demeure des Miller, avec sa cuisine lumineuse, ses chambres séparées et ses étagères pleines de livres. Liam hocha la tête, puis ramassa le vieux journal de sa grand-mère posé près du lit. Il le feuilleta un instant avant de le tendre à Robert. Il y a des choses utiles là-dedans. Des plantes, des remèdes, des savoirs qui méritent d'être transmis. Robert reçut l'objet avec gravité. On pourrait intégrer certaines de ces plantes à notre jardin, dit-il. Ce serait une belle manière d'honorer sa mémoire. Pendant que Sarah et Robert examinaient les astuces ingénieuses de la cabane, Liam entraîna Ellie un peu à l'écart. « J'avais besoin de revenir ici, murmura-t-il. Pour me rappeler que tout ça a été réel. Que nous avons survécu. » Ellie comprit aussitôt. Parfois, leur vie actuelle, avec les devoirs, les voisins et les biscuits encore tièdes que Sarah préparait, paraissait presque irréelle en comparaison de ces mois sauvages. « C'était réel, confirma Ellie. Tu m'as sauvé ici. On s'est sauvé, rectifia Liam, son regard embrassant l'étroit abri. Mais maintenant, on mérite mieux que de simplement survivre. C'était la première fois qu'il acceptait, sans détour, l'idée d'appartenir à cette nouvelle famille. Ellie serra sa main en silence. Ensemble, ils choisirent quelques objets symboliques, les outils façonnés par Liam, le premier collet réussi d'Ellie, et le jeu d'échecs au roi réparé. Robert les aida à sécuriser la cabane pour qu'elle ne s'abîme pas davantage. En quittant les lieux, Ellie observa Liam marchant aux côtés de Robert, lui montrant les plantes et expliquant leurs vertus. Sarah, un peu en arrière, captura la scène d'un clic discret de son appareil photo. Il enseigne à papa, fit remarquer Ellie, goûtant ce mot nouveau sur sa langue. Sarah sourit. C'est ça, une famille. Chacun apprend de l'autre. Une nouvelle maison. De retour chez eux, ce soir-là, Sarah encadra la photo de la journée et la plaça parmi les portraits des anciens enfants qu'ils avaient accueillis. Mais, cette fois, elle utilisa un cadre solide, en bois, non pas le plastique provisoire des séjours temporaires. Ellie contempla longuement l'image, son sourire encore prudent, la posture protectrice de Liam à ses côtés, le jardin qu'ils avaient planté ensemble en arrière-plan. Ce n'était pas une fin, mais une continuité. Le lien né dans la peur et la survie s'épanouissait désormais dans la sécurité d'une famille choisie. L'anniversaire d'une rencontre. Un an jour pour jour après que Liam avait trouvé Ellie effondrée dans la forêt, la maison des Miller vibrait d'une douce effervescence. Une banderole artisanale traversait le salon, anniversaire de famille, calligraphiée par Sarah. La table débordait des plats préférés d'Ellie, et quelques paquets soigneusement emballés attendaient sur le buffet. « Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire ?» grommela Liam, bien qu'un sourire se dessinât malgré lui. « Absolument, » confirma Robert en posant les assiettes. Les jours importants méritent d'être célébrés. 3 mois plus tôt, l'adoption avait été officialisée. Cette fois, pas de tribunal froid, pas de murmures de doute, seulement des sourires, une juge bienveillante serrant leurs mains et 2 certificats gravés de nouveaux noms, Liam Miller et Ellie Miller. Quand la sonnette retentit, Ellie bondit. Sur le seuil se tenait Miss Bennett, un sac cadeau à la main. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde », dit-elle en acceptant son étreinte. Bien qu'elle ne soit plus leur travailleuse sociale, elle continuait à passer régulièrement, veillant discrètement sur eux. Autour de la table, Robert leva son verre. À la famille qu'on trouve là où on ne l'attend pas. Et au courage de construire ensemble une nouvelle vie. Le toast fut suivi d'éclats de rire, de gâteaux et de papiers d'emballage éparpillés. Puis la soirée s'adoucit, les garçons gagnèrent leur chambre, porte voisine dans le couloir. Chacune portait sa marque, sur celle de Liam, un dessin méticuleux de plantes médicinales, sur celle d'Ellie, des peintures éclatantes de couleurs d'école primaire. Cadeau et confidence. Assis en tailleur sur son lit, Ellie contempla son cadeau, une boussole d'excellente facture, nichée dans un coffret de bois gravé à son nom. Par la porte entr'ouverte, il voyait Liam ranger ses propres présents, un ensemble d'outils de dessin botanique professionnel. « Tu regrettes parfois ?» demanda soudain Ellie. La cabane,
le fait d'être juste nous deux? Liam prit le temps de réfléchir. Parfois, oui. Le silence. La simplicité. Son regard parcourut sa chambre, la bibliothèque pleine, le lit confortable, les trophées de science. Mais pas assez pour vouloir y retourner. Ellie hocha la tête. C'était vrai pour lui aussi. L'adaptation n'avait pas été facile. Liam supportait mal les règles scolaires, Ellie, lui, se réveillait encore parfois en sursaut, hanté par la peur d'être abandonné. Mais les Miller étaient restés constants, patients sans jamais être complaisants. Miss Bennet a dit qu'un nouveau petit arrive la semaine prochaine, dit Ellie. Sa mère est en cure, il va rester ici quelque temps. Liam savait déjà, Sarah et Robert les avaient consultés avant d'accepter ce placement temporaire. Il est plus jeune que toi, je crois. 5 ans, dit-il. Une expression songeuse traversa le visage d'Ellie. Il doit avoir peur. Probablement, répondit Liam. Ellie se leva, fouilla dans sa boîte à souvenirs et sortit un petit sifflet en bois. Celui que Liam lui avait taillé la première semaine, dans la cabane. Il le tenait en véritable relique. J'aimerais le lui donner, murmura-t-il, en caressant la surface polie. Pour qu'il sache qu'il peut appeler à l'aide s'il en a besoin. Liam traversa la pièce et prit l'objet entre ses doigts. C'est à toi. Tu n'as pas besoin de le donner. Je sais, répondit Ellie simplement. Mais je n'en ai plus besoin. Maintenant, je sais que tu m'entendras, siffler ou pas. Le silence qui suivit avait la densité d'un serment. Liam acquiesça, sans mots. Le souvenir. Un coup à la porte interrompit leur moment. Sarah entra, un cadre à la main. J'ai retrouvé ça en rangeant de vieux albums, dit-elle en le tendant à Ellie. C'était une photo de leur visite à la cabane, Liam montrant à Robert une plante médicinale, leur silhouette de dos, mais tout dans leurs gestes respirait le respect et la transmission. La cabane se devinait à l'arrière-plan, baignée d'une lumière d'après-midi. Je me suis dit que tu aimerais la voir dans ta chambre, ajouta-t-elle. Pour te rappeler d'où tu viens, et jusqu'où tu es arrivé. Quand elle sortit, les garçons restèrent un moment à contempler l'image. On y est arrivé, souffla Ellie. Liam passa un bras autour de ses épaules, un geste devenu naturel après des mois d'apprentissage de la tendresse. Oui, on y est arrivé. Frère. Il n'était plus l'enfant blessé et son sauveur réticent, mais deux frères, unis par une épreuve devenue fondation. Les portes entre leurs chambres restaient ouvertes, symbole de cette confiance retrouvée. Dehors, la pluie du printemps commença à tomber, douce et persistante, arrosant le jardin qu'ils avaient planté ensemble. Là, entre les rangées de menthe, de thym et de camomille, la sagesse de la grand-mère de Liam prenait racine dans une terre nouvelle et fertile, accueillante, pleine d'avenir. Et dans le murmure de la pluie, Ellie crut entendre, comme un écho du passé, le crépitement du feu de la cabane, le souffle du vent dans les sapins, et la voix calme de Liam lui dire « On peut toujours reconstruire, tant qu'on n'abandonne pas. » Cette fois, ils ne reconstruisaient plus un abri de fortune, mais une vie entière ensemble.